FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour, monsieur Mamadou Badikoba. Oui, bonjour, Zakaria. Merci, c'est un plaisir. Vous êtes le président de l'Union des forces démocratiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, nous entendrons votre analyse des actions de la junte au pouvoir. Nous parlerons des assises nationales, du comité national des assises. Vous nous direz si le contenu des assises vous convient. Peut-on les réussir sans parler de justice? Et comme on le voit, le colonel Mamadi Doumbouya, il déroule. Et face à lui, une classe politique qui renoue avec ses habitudes de désengage au vitriol. Elle accuse la junte d'y aller mollo. Certaines tentent même de noircir le tableau. Assistons à un début de désamour. Je pose la question, monsieur Badiko, est-ce la fin de l'état de grâce pour la junte? Mais moi, je pense qu'il faut déjà voir l'état de grâce dans son ensemble. Pas la junte vis-à-vis seulement de la classe politique, c'est vis-à-vis de la population. Est-ce que les attentes de la population qui étaient tenaillées par la faim, l'explosion des prix, la scolarisation qui n'est pas là, la santé qui n'est pas là, les routes qui sont impraticables, est-ce que réellement tout ça c'est en bonne voie de résolution ou non? Donc ce n'est pas uniquement la classe politique qu'il faut voir. Maintenant, vous parlez de la déclaration des 58. Franchement, je ne pense pas que vous auriez pu avoir une déclaration aussi mesurée, aussi modérée que celle-là pour exprimer ce nombre de points de vue. On ne pouvait pas aller plus loin que ça. Vous avez vu qu'il n'y a absolument aucune menace dans ce texte et qu'il a été fait de façon consensuelle. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a un désamour, mais il faut que réellement la coopération, la collaboration se fasse dans la clarté et qu'on sache quels sont les objectifs qui sont suivis. Là, il y a un gros soupçon, cette histoire de rencontre du vendredi, il y a un gros soupçon de panique par rapport à l'ultimatum de la CEDEAO, que vous n'oubliez pas, le 25 avril. Donc, on se demande... Panique dans le camp du CNRD. Le CNRD, ça, c'est le geste que nous voyons ne peut pas être autre chose. Ça veut dire qu'il y a une course de vitesse quelque part pour que le 25, on dit oui, tout est réglé, il n'y a plus aucun problème par ici. Alors que pour nous, nous disons qu'on ne peut pas faire, dans les conditions actuelles, on ne peut pas faire confiance à un dialogue dans lequel il n'y a que les acteurs guinéens, puisque la confiance n'est pas totale. On est à 8 mois depuis le 5 septembre, et bien il n'y a pas de date jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'agenda de la transition, il n'y a pas de durée de la transition, et c'est un fait capital qu'il faut noter. Et ensuite, on ne sait même pas qui nous dirige, qui préside le destin de la Guinée. Je me permets de dire qu'aujourd'hui, on ne sait même pas qui est le président Alpha Condé. Est-ce que c'est un prisonnier qui est revenu? Est-ce que c'est un invité du colonel Mamadi Doumbouya? Est-ce que c'est un coprésident de la Guinée, puisqu'il n'a toujours pas démissionné? Donc il y a quand même beaucoup de questions qui sont là. Oui, vous parlez de beaucoup de choses, à la fois Alpha Condé, la durée de la transition. Oui, Lincoln. Alors, monsieur Badiko, je vais être simple. Vous, de la classe politique, vous avez demandé un cadre de dialogue inclusif. Oui. En lieu et place, on vous a servi un cadre de consultation permanent exclusif. Alors... Inclusif. Non. Exclusif, c'était pour la classe politique. Maintenant, inclusif, c'est le cadre de concertation proposé par les militaires au pouvoir. Quand vous vous retrouvez dans ça, beaucoup estiment aujourd'hui que vouloir repousser les autres entités de l'État, c'est être antidémocratique. Est-ce que c'est le cas? Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne à la logique des forces vives de 2010, même si ce n'était pas une grande référence en matière d'avancée démocratique, mais en tout cas, il y avait une avancée, il y avait toutes les forces vives. Les forces vives, c'était les partis politiques, la société civile, donc les associations. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette déclaration du GSC 58 qui propose une qualité d'observateur à la société civile? Le problème, c'est que nous ne voulons pas que que le débat politique soit noyé et qu'il soit noyauté, et que là-dedans on se retrouve un peu comme dans le CNT où réellement l'élément politique est totalement minoritaire. Donc vous voulez le cadre exclusif, limité aux partis politiques. Il n'est pas exclusif. Un cadre de dialogue. On n'a pas dit qu'il est... Mais le point fondamental, c'est de savoir qui le dirige et est-ce que l'agenda, est-ce que les thèmes de référence ont été faits de façon consensuelle et non pas parachutés par le CNRD
son propre, de sa propre initiative, sans aucune concertation, et surtout qu'on n'a pas là-dedans de médiateur international, puisqu'on a quand même des problèmes avec le CNRD, on a des divergences avec le CNRD. On estime que la Guinée est un signataire des textes de la CEDEAO. On ne voit pas pourquoi on n'admettrait pas des frères de la CEDEAO un médiateur pour diriger donc ces assises-là et être le modérateur de ces assises, pour ce qui nous garantirait mieux les résultats par rapport aux soupçons que nous avons d'un agenda caché de la jeune et qui se déroule difficilement, mais qui est là et qui avance inexorablement. Mais pourquoi ne pas accepter d'aller aux assises et participer aux cartes de concertation, mais continuer à insister sur un cadre de dialogue strictement politique? Eh bien, le problème, c'est que c'est un problème de confiance. On ne va pas aller faire semblant de dialoguer alors que nous estimons que les résultats qui sortiront de là ne pourront pas réellement répondre aux attentes, c'est-à-dire un véritable retour à l'ordre constitutionnel et que le pouvoir ne soit plus au bout du fusil dans ce pays. Alors, Talibé Bari. Oui, alors, aujourd'hui, on annonce une réunion pour le 15. Après-demain. Après-demain. Donc, la première session au compte de ce cadre de concertation inclusive. Et est-ce que, vous rappeliez tantôt la date du 25 avril, est-ce que si jamais une proposition de durée devait sortir de là, est-ce que vous n'auriez pas que vos yeux pour pleurer? Eh bien, on ne serait pas du tout mécontent s'il y a une date raisonnable et politiquement acceptable, quel que soit du chapeau d'où elle sort. Eh bien, on ne voit pas pourquoi on doit s'opposer pour s'opposer. S'il y a une véritable date où on ne va pas au-delà des 24 mois de transition, je ne vois pas, par exemple, pourquoi on devrait nous opposer. Si on obtient cette durée de transition raisonnable par ailleurs... Quand même l'article 77 dit que la durée doit être déterminée de comme un accord entre les forces vives et le CNRD. Si vous, politiques, en tout cas pour ce qui est de la liste, on voit que la plupart des partis importants de la scène politique ont signé cette déclaration qui rejette en tout cas le cadre de concertation. Est-ce que une durée décidée, même sans vous, vous l'accepteriez? Si elle est raisonnable, je ne vois pas pourquoi on doit la rejeter. Ce qu'on doute, quand vous voyez un petit peu la façon dont les choses se déroulent, on ne va pas vers une transition raisonnable. C'est clair, il y a énormément d'initiatives qui sont faites et on soupçonne qu'un jour, quelqu'un va nous dire oui, mais laissez-les terminer le travail. C'est ce qu'on soupçonne déjà. Mais vous avez quelle chance de réussir ce projet? On constate quand même que vous rejetez, Talibé le dit, je complète, vous rejetez aussi la charte de la transition dans son article 77 qui dit que la durée est fixée après un accord entre le CNRD et les forces vives. Oui, mais on ne refuse pas. On dit que le cadre dans lequel justement nous allons travailler ne nous convient pas puisqu'il ne donne aucune garantie de sérieux et de pérennité de ce qui va suivre et de respect des engagements qui vont être pris à ce dialogue dans lequel le CNRD est omnipotent. C'est lui qui fixe toutes les règles du jeu, c'est lui qui fixe les termes de référence et on ne voit pas comment il va composer jusqu'à présent. Il n'a pas fait de compromis, sérieusement. Est-ce que l'urgence pour vous n'aurait pas été, justement, en réponse à cet article de la charte des transitions, n'aurait pas été pour vous de construire le corps des forces vives? Eh bien là, je pense qu'il y a une dynamique qui est en route. Je ne vous dis pas que c'est arrivé, c'est pas encore, on est très loin, mais ce groupe de 58 dont beaucoup ne donnaient pas cher de la vie, eh bien aujourd'hui, c'est un groupe qui avance et on n'a pas dit que tout est uniforme là-dedans, que tout est parfait. Mais sans la société civile. Mais ça va, nous allons en tout cas travailler ensemble à ce que la société civile soit réellement associée aux initiatives que l'on prend. Mais on ne veut pas non plus noyer nos initiatives avec des éléments dont la position n'est pas toujours très claire. Akouma Diallo. Monsieur Badiko, Oui. Permettez-moi de faire un petit retour en arrière. Aujourd'hui, vous, en tant que consortium des partis politiques, vous réclamez un médiateur international dans le cadre de ces concertations. Rappelons qu'entre 2006 et 2007, il y a eu une crise en Guinée. Il y a un médiateur qui s'appelait Ibrahima Badassi Babangida,
on a obtenu des accords avec ce côté syndical. On a obtenu C'est des ça. accords qui ne nous ont pas sortis de la souffrance, de la confrontation. Et on a eu ce qu'on a eu après la grève des élèves et tout ce qu'il y a comme victimes. Victimes même, le sang avait coulé pour être un peu plus simple. Ouais, malheureusement. Entre 2009 et 2011, je dirais, on a eu un médiateur ou des médiateurs. L'un s'appelait Ibn Chambas, l'autre s'appelait Saïd Djinit. Mais ça ne nous a pas empêché de vivre encore la souffrance, les confrontations. Là aussi, le sang a coulé. Est-ce que par là, l'obtention des médiateurs ou en tout cas d'un facilitateur au niveau international représente du point de vue historique une garantie pour nous de réussir à l'application des résultats, des résolutions des dialogues que nous aurons, des dialogues interguinéens. Ça, c'est ma première question. La deuxième question va découler de cette première, c'est que nous souffrons en tant que Guinéens et en tant que Guinéens, nous souffrons. Et quand il y a la souffrance, c'est qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, il faut trouver la solution. Oui. Aujourd'hui, nous souffrons parce que les différentes structures qui doivent s'entendre pour construire un nouveau modèle de déterminisme social et politique de la Guinée ne dialoguent pas. Alors, est-ce que vous, en tant que consortium des partis politiques, avez proposé une méthodologie pour aboutir à la solution qui se trouve au bout de la chaîne? C'est-à-dire, nous avons constaté la souffrance. Est-ce que vous avez identifié le problème pour qu'on puisse aller vers la solution? Est-ce que vous avez proposé une méthodologie aux autorités en place qu'il fallait suivre? Parce que si vous avez un problème, si vous identifiez un problème, un malentendu, c'est que vous devez normalement indiquer le chemin à suivre pour aboutir à une solution. Peut-être que je divague un peu, mais voilà Non. deux petites préoccupations de ma part. Moi, je pense que c'est un problème de confiance. Si nous nous retrouvons dans une situation où le CNRD appelle les partis politiques, asseyons-nous, réfléchissons quelle voie nous allons suivre, comment allons-nous organiser le dialogue, quel va être son contenu, quelle va être sa direction, quelle va être la pérennité des résolutions qui en sortiront, quelle garantie on aura. Vous savez parfaitement que personne ne va s'accrocher à une idée de médiateur africain. Personne. Mais là, on ne l'a pas. Tout homme, ce sont des décrets. Ce sont des décisions unilatérales de la jeune qui appellent donc à son propre agenda. Et nous disons que ce n'est pas acceptable. Ça ne permet pas de rétablir la confiance et de donner des garanties sur ce que nous estimons être les intentions cachées donc, de la jeune. C'était tout le problème est là. Donc on peut tout à fait se taper la poitrine, dire oui, nous les Guinéens, on est capables de faire ci et ça tout seul. On est d'accord, mais il faut le montrer. Et on ne l'a pas montré jusqu'à présent. Tout ce qu'on a montré, c'est la défiance. Montrer que on va balayer la classe politique. Montrer que la classe politique, c'est rien du tout. Un CNT avec une minorité qui n'est même pas de blocage, où on pourra faire passer n'importe quel texte comme on veut. Donc voilà le problème, la confiance qui n'est pas là. C'est tout le problème. On n'est pas accroché à forcément, vous avez cité beaucoup de choses. Et malheureusement, à combat, je vous donne 1000 fois raison. Le fameux groupe international de contact qui était entièrement au service d'un candidat pendant cette transition-là, eh bien, on a vu le résultat que ça a donné. On a accompagné avec le groupe international de contact pour installer un candidat. Monsieur Badiko, oui. Pourquoi Mamadi Doumbouya ne vous rassure pas? Eh bien, le problème, c'est que parlons des faits. Les faits, c'est quoi? Nous avons dit que la gouvernance solitaire, la gouvernance réellement dans le secret, eh bien, nous convient pas. C'est pas transparent. On ne sait pas qui nous gouverne, on ne sait pas qui est responsable et on ne sait pas où on nous mène. Vous connaissez Mamadi Doumbouya, vous Celui connaissez qui gouverne, Ce n'est pas un problème individuel. Oui. Ce sont des actes, ce sont des faits qu'on relève. Ça fait 8 mois qu'on ne sait pas où on va. 8 mois, on ne sait pas quelles sont ses intentions. 8 mois, on ne sait pas qui nous gouverne. 8 mois, on ne sait pas qui prend effectivement les décisions. Eh bien, si ça ne vous suffit pas, eh bien, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Vous voulez parler de la figure du CNRD, la composition? La composition et tous les groupes occultes qui grouillent autour. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Monseigneur Sarah. Une personne est respectable, je tends la perche à M. Akoumba. Si on nous proposait un jour de mettre
Monseigneur Sarah comme réellement le facilitateur du dialogue, eh bien on applaudit demain. Voilà quelqu'un, un Guinéen qui a fait preuve d'indépendance, de patriotisme et qui l'a payé. Mohamed Kaba. Et donc, c'est pas un problème de juger l'individu, le président de la transition, mais on juge sur les faits. Et je vous dis, nous n'arrêtons pas de prendre l'exemple du Burkina Faso. Le Burkina Faso, il ne reste pas grand-chose malheureusement de la révolution sankariste, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qui nous dépassent nous. Nous, on n'en est même pas là. Et je dis que voilà un exemple, ils sont concertés et de façon extrêmement ouverte. On n'a pas déclaré qu'on va balayer tout ce qu'on a trouvé là avant. On n'a pas dit ça. Alors qu'ici, ça a été dit. Alors, M. Badiko, question toute simple avant de continuer. Pourquoi Alpha Condé devrait démissionner pendant qu'il n'est plus aux affaires? On sait que le colonel, c'est le colonel qui est le président de la République. Exactement, ça c'est la première question. Et l'autre point de la question, c'est la détention de Ibrahima Kassouri Fofana et certains caciques de l'ancien régime. Est-ce que selon vous, la prison ne devait pas être l'exception? La troisième question, est-ce qu'il ne faut pas aussi nettoyer ces Jeux 58? Parce que M. Badiko, il y a des partis sac à main dans ce G58 qui n'ont des militants que leur famille. Si ces partis doivent parler au nom de la population, je crois qu'il y a un problème. Moi, je préfère qu'on dise le G8 ou le G9, l'UFD, le modèle, l'UFR, l'UFDG, le pacte, le PADES, le RPG. Mais les autres, croyez-moi, ce sont des partis sac à main. Est-ce que vous devez parler, vous avez cette légitimité aussi, de dire non, que ça ne va pas au sein du CNRD? Il ne faut pas faire de l'exclusif. Si jamais quelqu'un ne peut être qu'un grand parti, alors et les partis qui naissent aujourd'hui, quand est-ce qu'ils vont grandir? Les partis sac à main? Ça veut dire que vous fermez la porte à toute alternance. Oui, mais par contre, il parle plutôt de la représentativité. Mais en même temps, moi, je vous rassure, mon frère Kaba, ce n'est pas les G58, c'est pas 58 voix. C'est pas 50. Le jour où on est rassemblés pour un dialogue, on ne va pas dire bon, mais alors, on va faire le compte. Il y a des partis dans le pays qui sont spécialisés dans ce genre de manipulation. On connaît les 500 et quelques associations de 2010 qui étaient moins que des pancartes. Et donc le problème, votre souci n'a pas lieu d'être puisque le G58, c'est pas des votants. Mais les gens ont le droit d'être là et en plus, ils sont petits aujourd'hui, ils ne sont rien du tout. Demain, peut-être qu'ils peuvent grandir et supplanter ceux qui sont là, qui se présentent grand parti. Ça, c'est tout à fait possible. Mais le vrai problème, maintenant vous revenez sur les détentions, je pensais que vous alliez aborder le problème de la CRIEF. Je dis que j'ai fait allusion donc à ce qui se passe ailleurs, au Burkina chez nos frères. Et eux aussi, ils ont lancé des audits. Mais il faut voir quelle est la différence entre le style de travail, les méthodes de travail que nous avons, que nous voyons ici, et le Burkina. Le Burkina, ils ont fait une liste de 126 points d'audit à auditer, en commençant par la présidente de la République jusqu'au ministère de la Défense, avec des professionnels, avec un cahier de charges, avec des références professionnelles, pour dire, on vous donne temps pour nous donner les résultats. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On a bien compris que la CRIEF aujourd'hui n'a pas grand-chose en main. Ah, d'accord. Ils ont des présomptions, ils n'ont pas de preuves. Et je dis que même des avocats stagiaires peuvent balayer ça dans un état de droit normal. Ah, mais c'est bien dit. Ça ne peut pas résister, puisque justement ça ne tient pas debout. On n'a pas mis l'élément technique en avant. On aurait dû mettre sérieusement les éléments techniques et non pas faire la course de vitesse. On peut, lorsque vous dites enrichissement illicite, c'est pas difficile à prouver, Kaba. C'est pas difficile comparaison entre la situation patrimoniale et le patrimoine affiché. Mais quand vous dites détournement, vous dites corruption, vous dites blanchiment, eh bien, il faut que ce soit documenté. Oui, c'est pas prouvé. Il faut qu'il y ait des faits. Mais là, on n'a rien. Donc, ça veut dire que tous ces gens-là, ils vont être libérés d'une manière ou d'une autre. Venant d'un politique, c'est intéressant. Monsieur Badiko, ton rôle dans l'émission. Monsieur Badiko, je sais que vous êtes auditeur. Oui. Moi, je connais un peu votre influence au Cameroun. Oui. Je ne vais pas exagérer en parlant de cela. Je sais que vous êtes habilité à contrôler tous les comptes des structures camerounaises. Oui. Ça, je l'ai su quand j'y étudiais. Oui. Mais, monsieur Badiko, quand l'inspection générale d'État a travaillé, a produit un rapport. Quand le vérificateur général a travaillé, a produit un rapport. Quand, disons, la CENTIF a travaillé, a produit un rapport. Quand la Cour des comptes a travaillé et produit un rapport, est-ce que vous pensez que tous ces ingrédients-là ne pourraient pas constituer des éléments solides à opposer à un administrateur public?
Eh bien, ce sont des commencements de preuves. Ce ne sont pas des dossiers techniques qui sont inattaquables. Quand vous êtes devant la justice, ce n'est pas le titre de signataire qui importe, c'est le contenu. Je vous rappelle maintenant à Kumba que lorsqu'il y a 3 ou 4 ans, ou peut-être 5 ans, le président Alpha Condé avait dit oui, il a ordonné l'audit des finances publiques, c'est le ministère du budget qui a brûlé. Donc moi je voudrais bien voir tous ces dossiers. Est-ce que réellement est-ce qu'il y a des pièces justificatives là-dedans, alors que beaucoup de choses sont passées entre-temps et beaucoup de pièces ont disparu. Par exemple, et je dis que la méthodologie que j'ai vue au Burkina Faso, eh bien, elle est 1000 fois plus efficace, plus sérieuse que ce que nous voyons aujourd'hui. Puisque la CREF n'a pas les moyens de sa politique. Et donc, devant... Quand vous parlez de moyens, c'est quoi? Les moyens humains ou plutôt... bien, il faut mobiliser des auditeurs indépendants, pas forcément guinéens. Mais c'est ça, c'est le travail de la CRIEF. Mais la CRIEF travaille sur les expertises. Qui commet les experts? C'est pas les juges. Non, la CRIEF, c'est les peut-être juges. que vous demandez que la CRIEF soit renforcée en moyens humains, mais est-ce que les audits auxquels vous faites allusion, c'est à la CRIEF de les faire? Eh bien, la CRIEF, c'est une cour. La cour a le droit de commettre des gens... De commettre des experts. Des compétences externes. Pour le faire. C'est ça que Mais en vous même proposez, temps, en fait. il faut... Et d'ailleurs, l'élément qu'on peut tirer qui soit vraiment partagé, en tout cas entre votre opinion et la mienne, c'est que l'ancien ministre de l'économie et des finances, Mamadi Camara, à la demande du président de la Cour des comptes, avait reconnu qu'il n'avait pas de pièces justificatives pour un BAS. C'est le BAS, je crois, Ebola, sauf erreur de ma part. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez là-dedans, maintenant, tous les soupçons également. Il ne faut pas oublier qu'il y a des soupçons d'action à connotation politique. Il ne faut pas oublier ça. Vous sous-entendez que la CRIEF agirait selon un agenda politique possiblement. Avec ou sans son consentement. Avec ou sans à son insu. Mais on dit que tel que les choses sont en train de se dérouler, on a de grandes inquiétudes sur le sérieux, réellement sur le professionnalisme des actions qui sont entreprises. Le mal est là. C'est comme si vous avez des cadavres. Il faut chercher l'assassin, ça je suis d'accord. Mais il faut se donner les moyens de trouver l'assassin et de le faire passer dans la justice et de convaincre sa culpabilité devant la justice. Et aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. Et je dis que quand vous prenez la Banque centrale, est-ce qu'on a audité cette Banque centrale qui est au cœur de tout? Est-ce qu'on a un audit de la Banque centrale depuis 10 ans? Elle est auditée. Elle est auditée par an, je crois. Est-ce que c'est pas KPMG son auditeur externe? KPMG, parlons-en. KPMG, parlons-en. Donc, les milliards de dollars sans conflit d'intérêt. Voilà, les conflits d'intérêt qu'il y a là-dedans, eh bien, ça ne suffit pas. Et je vous rappelle, vous parlez de la Cour des comptes. Nous, on a passé tout le temps qu'on a passé à l'Assemblée, j'ai passé le temps à réclamer réellement les comptes de règlement. Et on en était à 2014. Et c'est lorsqu'on est parti que récemment, là, on a balancé ça au mois d'octobre-novembre en disant, voilà, la Cour des comptes a ramené 4 années de choses, puisqu'on n'est plus là pour contrôler ça. Donc, la Cour des comptes, on peut en parler aussi. Et je ne vois pas quelle est la crédibilité, comment quel juge sérieux peut condamner quelqu'un sur la base de rapports comme ça qui ne sont pas sérieusement documentés et qui ne sont pas professionnels. Cabinet. Oui, sur le plan politique, est-ce que vous pensez qu'on aurait dû en amont, en vertu de l'article 77 de la charte, qu'on aurait dû préalablement définir ce que c'est que les forces vives? Parce qu'on a comme l'impression qu'on ne sait pas qui sont les forces vives. Est-ce que les forces vives, parce que de votre point de vue, on a l'impression que les forces vives, c'est seulement les politiciens. Non. Est-ce que vous pensez qu'on devait plutôt édifier ce que c'est que les forces vives? Je vous dis, si la confiance était là, si la concertation était là, si le sérieux était là, si la sincérité était là, on aurait pu résoudre tout ça en dehors de la charte. Mais le problème, tout ça n'existe pas. Vous avez vu tout le cheminement du fameux dialogue du CNRD. On commence par appeler les gens en disant venez dialoguer à l'hôtel Kaloum, c'est pour bouffer, se taper sur les épaules et applaudir à la victoire de la Guinée. Après, c'était au palais, avec le grand repas de début de l'année qu'on a eu, avec un discours où on nous a souhaité bon appétit. Et c'est après, quand les choses ont commencé à chauffer, qu'on a commencé à dire oui, il y a les assises nationales, et puis maintenant, non, il y a le dialogue. Donc tout ça n'est pas rassurant.
faut vous mettre à notre place. Voilà, Vous n'avez pas répondu à la question, peut-être avant de continuer, voilà, Mohamed Kaba sur Alpha Condé. Puisque vous dites que vous ne savez pas s'il est encore détenu, s'il est co-président parce qu'il n'a pas démissionné. Eh bien, je continue à poser la question. Moi, s'il a des réponses à me donner, moi, je serais très heureux de les avoir. Sa démission est juridique. Mais je vous dis que moi, j'ai le droit de me poser la question. Et même de fait. Mais lorsque on a vu quand même que toutes les fuites audio qu'il y a eu, où on montre bien que il n'a pas de problème de santé. Au contraire, il s'occupe de savoir comment son parti va garder le pouvoir. Donc, ce sont des choses qui sont réelles. C'est pas nous qui on n'a rien inventé. Et pourquoi le RPG n'est pas dans le G58? Pardon? Le RPG n'est pas dans le G58. Mais je vous propose, comme c'est vos amis, de leur poser la question. Alors monsieur Badiko, posez-leur la question. l'actualité aussi, c'est les assises nationales lancées à partir d'hier. Oui. Quel est votre regard là-dessus? On a vu des préfectures où les salles étaient vides, où on a contraint des élèves à venir remplir, en tout cas, les quelques chaises. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous proposez pour que ce cadre soit relancé? Eh bien, le fait d'avoir voulu mettre à tout prix de côté les politiques en disant nous allons aller au peuple, on va avoir l'opinion du peuple, c'est une démagogie qui est ainsi mise à nu. Aujourd'hui, la population ne s'est pas intéressée à ces fameuses assises nationales et je vous dis que c'est même plus grave que ça. C'est pas l'endroit. Il y a des endroits où c'est les forces de l'ordre qui sont venus sortir les fonctionnaires des bureaux pour les obliger à aller écouter ce que les gens des assises nationales sont en train de dire. Donc la population n'a pas l'impression qu'il y a un enjeu quelconque qui l'obligerait à dire écoutez, on va venir donner notre opinion. Et je dis que les députés, dès qu'ils ont le CNT, dès qu'il a été installé, a dit non, on ne peut rien faire. D'abord, il faut qu'on aille compter la population. Mais messieurs, s'il vous plaît, mais on ne comprend plus. Mais alors pourquoi alors il faut qu'il y ait des gens d'autres assises nationales qui y vont? Qu'est-ce qu'ils veulent entendre de plus que ce qu'ont entendu les gens du CNT? Et qu'est-ce que ça a donné? Quel est le résultat? Donc nous estimons que tout ça ne nous mène pas aux véritables réformes profondes de ce pays pour qu'on sorte définitivement de cette situation que nous connaissons depuis 63 ans. Est-ce que la classe politique et les coordinations régionales ont un rôle important à jouer pour relancer ces cadres? Et récemment, il y a le ministre secrétaire général du gouvernement qui, parlant du timing de la transition, a renvoyé la question au CNT. Je sais que vous, forcément, vous avez réagi à cela. Eh bien, la réaction, c'est que le CNT, nous contestons son indépendance. La façon même dont il a été nommé montre que ce n'est pas un organe indépendant du CNRD. On le dit. Et jusqu'aujourd'hui, depuis qu'ils sont installés, on ne voit pas quel est l'acte qu'ils ont posé qui montre qu'ils sont réellement un organe législatif indépendant chargé donc de contrôler le CNRD. On n'a rien vu de tel. Et donc, on n'a pas changé d'avis. Oui, mais M. Ba, il y a quand même un paradoxe. Je vous demandais tantôt, est-ce que si le cadre de consultation inclusif dont les travaux commencent le 15 venait, par rapport à la date du 25, venait à proposer une durée, vous avez dit que si cette durée ne dépasse pas 24 mois, vous trouveriez la durée raisonnable, donc acceptable. Oui, c'est ce que vous avez dit, M. Ba. Mais de l'autre côté, vous ne voulez pas que ce soit le CNT également qui donne la durée de cette transition. C'est-à-dire que vous vous résigneriez que ce soit un cadre de consultation dont vous n'êtes pas partie prenante puisque vous allez certainement bouder ces travaux, mais le CNT, si c'est le CNT, vous n'êtes pas d'accord. On ne boude pas, on ignore. Donc je dis que nous doutons fort que le CNT dont nous contestons réellement l'assise forcément indépendante puisse sortir quoi que ce soit qui aille à l'encontre de l'agenda que nous ne connaissons pas du CNRD. C'est ça le soupçon. Excusez-nous d'avoir des procès d'intention, mais nous avons le droit de douter. Monsieur Ba, peut-être cette question. Vous avez la qualité d'être quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Vous soupçonnez, qu'est-ce que vous soupçonnez, en tout cas en termes de durée de transition de la part du CNRD? Eh bien, c'est ce que nous soupçonnons, c'est arriver donc à réinstaller une autre équipe qu'ils diront neuve, en disant on a tourné la page, alors qu'ils ne résolvent aucun des problèmes institutionnels du pays. C'est-à-dire une autre équipe. C'est-à-dire, à part vous parlez des élections?
Donc, que le CNRD installe d'une manière ou d'une autre une équipe à sa dévotion. D'une manière ou d'une autre, y compris par les élections, vous voulez dire? Oui, par les élections, on les fabrique. Mais Oui. autre Guinée. On a du mal à vous comprendre, M. Badiko. Vous pensez que le CNRD a déjà un parti qu'il a choisi, un candidat pour lui? Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Non. Est-ce qu'il y a le Guinéen, il y a l'autre Guinéen? On n'a pas dit ça, mais on a dit que tout se passe comme s'ils ont un agenda d'installer un autre pouvoir à la place. À la fin de la transition, c'est le sentiment qu'on a, puisque justement, on ne sait même pas qui nous dirige aujourd'hui. Oui, mais monsieur, Qui prend les à la place, C'est le CNRD à la qui place nous de dirige. qui? La place n'est même pas occupée. À la place Pardon? de qui? Pardon? Ça va être à la place de qui? Mais pour la continuation du CNRD, sous d'autres formes. Je n'ai toujours Oui. pas compris. Je ne sais pas si vous avez Oui. compris. Non, moi du tout. Si ça devait passer par Est-ce que- les élections, on veut bien comprendre. On va installer qui à la place de qui? Eh bien, le problème, c'est qu'on a dit que vous parlez des élections, on a posé le problème des institutions, le problème du fichier électoral, le problème du système électoral. Tout ça, c'est dans le dialogue qui aurait dû être résolu. Donc là, vous allez vite en besogne. Si on arrivait en confiance à nous mettre d'accord sur tous ces points-là, on n'aurait aucun problème. On aurait dit au peuple, écoutez, voilà, il y a des règles du jeu qui sont claires, il y a des institutions maintenant viables qui nous permettront de ne plus retourner en arrière. Eh bien, allons voter, eh bien, choisissez vos candidats. Mais aujourd'hui, vous avez vu toutes les manipulations politico-ethniques qu'il y a eu ces dernières semaines. On est en plein là-dedans, le communautarisme exacerbé. Vous avez été témoins. Vous êtes des hommes et des femmes de médias, vous avez vu. Non, mais Est-ce que vous comprendrez? Est-ce que vous Oui. serez d'accord Oui. qu'un Guinéen Oui. qui ne soit pas du G5, qui n'est pas connu justement du G58. monde politique, de 58, Oui. soit élu président demain si jamais on organisait des élections? Si c'est des élections libres, honnêtes, équitables et qu'elles ne soient pas dominées par le communautarisme politico-ethnique. Monsieur X, sorti de nulle part, vous Eh l'accepterez? Je dis à condition qu'il ne soit pas là dans le cadre d'arrangements communautaristes et politico-ethniques. Bon, Pour nous d'accord. continuer, et qu'il ne soit pas là pour continuer l'ancien système. Alors, si vous obtenez ce dialogue, ce cadre de dialogue politique, Oui. Monsieur Ba, que diriez-vous quelles seront vos propositions au CNRD, par exemple, sur la Constitution? Eh bien, nous l'avons dit, vous avez fait l'honneur de nous recevoir ici. On a dit qu'aujourd'hui, il faut réellement recentrer nos préoccupations sur les véritables problèmes de l'Afrique. Ça fait l'Afrique postcoloniale, surtout francophone, est un échec. Tous ces États postcoloniaux sont des États moribonds, des États en faillite, particulièrement ceux d'Afrique de l'Ouest. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on reprenne la base sur la base de notre histoire. Nous avons une histoire de plus de 8000 ans en Égypte, avec une histoire qui mérite d'être connue et qui nous permet aujourd'hui de résoudre nos problèmes en sortant de ces micro-États politico-ethniques communautaristes ou dominés par des cliques et de profiter avec des armées, des armées qui tiennent le pouvoir politique et économique, et bien qu'on arrive à mettre en place des institutions qui redonnent réellement la place au développement politique, social et culturel de nos pays et non plus le pouvoir en tant que moyen de s'enrichir, moyen d'exercer, réellement de diriger et de profiter de la situation. C'est pour ça que nous avons dit qu'aujourd'hui, il faut casser cet État néocolonial. C'est un État néocolonial. Et à la place, qu'est-ce qu'on doit mettre? Eh bien, on doit mettre un système de régionalisation avancé dans lequel la priorité, ce n'est plus réellement le pouvoir central, mais ce sont les régions et qui vont se consacrer enfin au développement et qu'on casse cet État absolument abominable qui est aujourd'hui. S'il vous plaît, Akumba est là. On a besoin d'argent, les mines. Pourquoi? Eh bien, pour nourrir l'État parasitaire qui est là, pas pour s'occuper de la population. Mais vous n'êtes pas Les amis de moi, contre... Non, vous ne pouvez pas être par exemple contre quand même la rencontre que le président a eue récemment avec les sociétés minières quand il exige le respect de leur convention minière en réalisant des raffineries afin de permettre d'agrandir la chaîne de valeur quand même au niveau de l'exploitation de la bauxite. Le rôle d'un intellectuel, lorsqu'il est honnête, objectif, c'est d'éclairer la voie, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. Ce que le président de la transition a dit, nous l'avons dit et écrit lorsqu'il était question du Simandou. Le débat du Simandou, nous avons dit que la Guinée est un État néocolonial et qu'il fallait qu'on arrête ce cycle où on est toujours
producteur de matières premières à vil prix et importateur de produits manufacturés. Et que donc, il fallait casser ce rythme-là. Et qu'on a donné l'exemple à Kumba. On a dit, mais on prend le minerai de fer du Simandou, on le transporte péniblement sur 600-700 km jusqu'à Benti, avec un port à faire. On met ça dans un bateau, il fait 10 000 km. Et l'acier qui en sort est rentable. Rapidement. Et pourquoi il n'est pas rentable à Benti? Pourquoi ne pas installer la raffinerie Monsieur Ba, de l'aciérie à Benti? rapidement, on a 2 minutes. Monsieur Ba, on a la chance J'ai quand même une petite question. d'entendre rapidement Monsieur Diallo, vous allez poser votre question. Allez-y. Bon, ma question, d'abord un petit constat rapidement, Oui. c'est que les assises, c'est vrai que les assises bénéficient moins de communication, beaucoup de propagande et c'est une erreur. Mais vous, à votre avis, est-ce qu'il fallait avoir des compartiments au sein des assises, c'est-à-dire avoir des compartiments politiques qui pourraient répondre aux débats politiques que les partis politiques souhaitent? Parce que la politique, quand même, c'est la science qui régule la vie des hommes. Est-ce qu'il fallait avoir des compartiments économiques, culturels, mémoriels et j'en passe? Institutionnels. Est-ce qu'il fallait instituer 12 millions d'idées pour les 12 millions de Guinéens? Comment quels sont les compartiments que vous auriez La bonne approche. Un peu de mots. Si fraternellement, dans la confiance, on discutait, on aurait pu trouver les voies et les moyens pour avancer. Et que la population sache pourquoi elle doit endurer les souffrances qu'elle endure aujourd'hui. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la situation économique est extrêmement difficile et que donc, il y a des problèmes sérieux. Et sans compter les autres défis qu'il y a avec l'environnement international que nous connaissons. Monsieur Ba. Donc, malheureusement, oui. on n'en a pas suivi la voie. C'est ça le problème. On a la chance d'entendre ici au fil des productions de cette émission des leaders politiques. Chacun y va de son analyse de la transition. On a l'impression qu'il n'y a pas de projet commun sur ces questions, constitution, code électoral, etc. au sein justement de la classe politique. C'est tout à fait possible. Par exemple, je vous dis que cette idée de revenir à la régionalisation avancée, eh bien, on n'a pas encore vu d'autres partis qui le partagent. C'est un exemple. Alors que pour nous, c'est une voie incontournable. On mettra le temps qu'il faudra. Ça, c'est un projet du FND, votre parti. Merci à vous, De l'UFD. monsieur l'UFD, pardon, Voilà. désolé. Merci à vous, monsieur Mamadou Badikoba, président de l'Union des forces démocratiques. Merci à tous les guetteurs de Mirador, aux réalisateurs Ibrahima Babendialo et Khalil Awada, Alpha Diaouné. C'est la fin de ce numéro. Mais Mirador ne s'arrête pas à suivre demain dès 8h la cime de l'investigation journalistique, entre autres. Vous avez suivi l'émission Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.